Bonsoir à tous. Donc, bien heureux d'avoir commencé, d'être le premier à ouvrir cette soirée. Un sujet, le gaz de schiste, qui m'a interpellé personnellement il y a maintenant 2 ans. J'étais dans une première assemblée de cuisine avec un certain nombre de résidents et un certain nombre de femmes aussi citoyennes qui ne sont peut-être pas forcément aussi représentées, mais le rôle des femmes dans toutes nos mobilisations n'est pas toujours à l'avant-scène, mais extrêmement important. Je trouvais important de le souligner. On l'a vu beaucoup dans le cas de la mobilisation sur le gaz de schiste. Qu'est-ce qui m'amène à vous parler de responsabilité sociale aujourd'hui? Je vais donc, ma spécialité, c'est la responsabilité sociale de l'entreprise. Je vais aussi parler de gestion publique. Comment on fait nos grandes décisions collectives? On va voir qu'il y a des parallèles à faire, évidemment, entre la responsabilité sociale qu'on regarde sous l'angle de l'entreprise, mais aussi la gestion de nos choix collectifs. Donc, Saint-Marcois, de la vallée du Richelieu, interpellé il y a 2 ans de ça, donc dans notre assemblée de cuisine, par un projet d'une compagnie australienne pour venir exploiter du gaz de schiste. On s'est retrouvés un petit peu surpris, un petit peu en colère de ne pas savoir que l'entreprise qui s'apprêtait à installer son matériel dans 1 mois ne nous avait pas consultés, qu'on n'avait pas été associés à la décision. Et on s'est également rendu compte qu'on avait finalement peu de recours collectifs pour essayer d'apporter notre voix, d'apporter notre contribution à ce choix, de dire, bon, quel va être l'avenir de notre communauté à Saint-Marc-sur-Richelieu. Et petit à petit, on s'est vite rendu compte que ce problème n'était pas seulement local, que ça concernait un grand nombre de municipalités, et qu'au-delà de ça, c'était les grands choix collectifs qu'on faisait en tant que société québécoise qui étaient vraiment remis en question. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est quand on parle, par exemple, de responsabilité sociale de l'entreprise, on parle de plus en plus d'acceptabilité sociale. C'est un concept qui mérite, enfin, qu'il va falloir approfondir, beaucoup définir, mais de plus en plus, on a longtemps limité ce terme-là à une acceptabilité locale, donc quelle était notre relation avec la communauté locale, et de plus en plus, on se rend compte que quand bien même vous ayez des bonnes relations au niveau local, ça prend une acceptabilité sociopolitique au niveau beaucoup plus large, au niveau national, de vos projets. Après, comment on arrive à cette acceptabilité? Je vais vous proposer un concept qui est de plus en plus utilisé par des investisseurs, par des acteurs qui essayent d'avoir des choix, des décisions plus socialement responsables, c'est de dire que nos décisions doivent être faites de manière libre, préalable et éclairée. C'est important de faire des choix et faire des bons choix. C'est la définition de la démocratie. On a le pouvoir de faire des choix. Est-ce qu'on est encore dans un système complètement démocratique? C'est une réflexion qu'il faut qu'on fasse. Et je pense que ça va être un des éléments aussi, moi, qui m'amène au regard de plusieurs grands dossiers sur nos ressources naturelles à être dans la rue le 22 avril. Un choix libre. Premier point. C'est quoi un choix libre? Un choix libre, c'est de pouvoir dire non, qu'on ne soit pas mis devant le fait accompli. C'est quelque chose d'extrêmement important et c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément ressenti. On n'a pas eu cette liberté de choix dans le cas du gaz de schiste, notamment parce qu'on s'est rendu compte que déjà, la plupart des permis, derrière moi, j'ai la carte des permis qui ont été accordés par le ministère des Ressources naturelles à la trentaine de compagnies gazières et pétrolières sur le territoire du Québec. Et on se rend compte que la plupart de la surface des basses terres du Saint-Laurent, par exemple, sont claimées par des entreprises. Qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, la décision n'était plus complètement libre. Elle avait déjà été prise, on avait déjà accordé des droits, qui plus est avec un contexte de la loi sur les mines qui donnait des pouvoirs extrêmement importants à ces entreprises-là. Pourquoi la mobilisation citoyenne a mis comme préalable un moratoire comme première de ses revendications? C'était que pour que le choix continue à être libre, si je prends le cas de Saint-Marc, on ne pouvait pas laisser les entreprises continuer à rentrer sur le territoire. Tout d'abord parce que quand elles rentraient sur le territoire avec les permis, ça prolongeait leurs permis et ça leur donnait des droits acquis pour plusieurs années qui seraient ensuite juridiquement très difficiles en tout cas de renverser. La même chose d'un point de vue économique. Une fois qu'une compagnie aurait dépensé des dizaines de millions de dollars, est-ce qu'on allait dire ensuite « Ah ben non, finalement, on ne va pas de l'avant ». Donc, à chaque fois que l'entreprise allait de l'avant avec son projet, on nous enlevait un petit peu de pouvoir de décision, notre liberté de décision. C'est pour ça que le moratoire a été poussé par beaucoup d'acteurs de la société civile et a été un des premiers points à mettre de l'avant. Évidemment,
une décision, outre le fait d'être libre, donc de laisser quand même un pouvoir de décision aux acteurs, ce qui n'est pas le cas avec la loi des mines, comme je le disais. Vous savez que encore, même s'il y a une réforme en cours, il y a une préséance des droits des compagnies gazières, des droits du sous-sol par rapport aux droits de surface, notamment des compétences en urbanisme, en aménagement. Il y a encore tout un cadre à définir, mais il n'y avait pas cette liberté de choix. Le deuxième point, c'était une décision préalable. Une décision préalable, c'est que le projet ne devrait pas avoir commencé et il faudrait que vous ayez entre vos mains une information suffisante pour prendre une bonne décision. Encore une fois, ce qu'on s'est rendu compte, c'est, par exemple, vous savez qu'on a eu des audiences publiques sur le dossier du gaz de schiste qui ont été un gain citoyen important, mais les gens ont travaillé très fort, fait beaucoup de pression sur le gouvernement qu'on a tendance à oublier pour obtenir cette discussion collective. Par contre, on n'a pas eu l'information de manière préalable. Les gens sont allés en audience publique sans avoir un rapport étayé, sans avoir de documentation, sans avoir non plus de démonstration de la pertinence d'aller de l'avant ou non avec cette filière. C'est-à-dire, voici le panorama énergétique, voici les différents choix que nous avons parmi différentes filières énergétiques. Donc, ce qu'on fait, il y a en ce moment, après le BAP a recommandé une évaluation environnementale stratégique. Donc, on fait un petit peu ce travail de rattrapage. Tout ce qu'on aurait dû faire au début, on essaye de le refaire maintenant pour dire on va essayer de documenter un certain nombre d'éléments. Pourtant, ça aurait dû être fait de manière préalable. Et on l'a vu dans beaucoup d'autres dossiers où les entreprises ont des comportements qui se vantent parfois de responsabilité sociale, mais ne sont même pas capables d'attendre le résultat des audiences publiques sur un projet avant d'aller de l'avant, en disant de toute façon, ça ira de l'avant, on commence. Mais ça, c'est des enjeux de respect importants aussi pour les communautés. Dernier point, c'est évidemment une décision éclairée. Et là, c'était un élément important, c'est-à-dire pour faire une décision éclairée, est-ce qu'on a tous les paramètres en main? Je vous l'ai dit d'abord, la pertinence, est-ce qu'on a le panorama énergétique? Est-ce qu'on nous a dit pourquoi on a besoin de cette énergie, pourquoi on a besoin d'aller chercher du gaz naturel de manière locale ici? Indépendance énergétique, est-ce qu'on va vraiment être plus indépendant, plus souverain avec ce projet-là? On a des besoins, est-ce qu'on a des risques d'approvisionnement vraiment critiques? Est-ce qu'on a fait cette décision? Après, quels sont les coûts, les bénéfices? Qu'est-ce qu'on met dans la balance collectivement? Évidemment, ou malheureusement, le gouvernement n'avait pas fait ce travail d'analyse des coûts, des externalités, aussi bien positives, mais aussi négatives qu'il y avait avec ce projet. Or, ce qui caractérise le dossier du gaz de schiste, je vous mets la petite image qui a frustré beaucoup, je reviendrai dessus. Oh, je suis passé un petit peu vite. C'est que le gaz de schiste, comparé au gaz conventionnel, c'est quelque chose d'extrêmement plus invasif. C'est que pour faire du gaz de schiste, il faut que vos puits, à peu près tous les ans, aux 2 années, votre puits à peu près va s'épuiser. Il faut que vous alliez reforer un nouveau puits à côté ou sur la même plateforme. Donc, en fait, c'est beaucoup plus invasif sur le territoire. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça a été difficile de faire ressortir, pour avoir une décision éclairée des citoyens, plusieurs éléments. L'exploration, c'est pendant l'exploration qu'on construit l'essentiel des infrastructures. Donc, premier élément, on tendait à minimiser cette phase alors que vous construisez toute l'infrastructure et l'exploitation intervient juste quand vous ouvrez la vanne. Deuxième aspect, on disait, regardez, un puits de gaz de schiste, c'est juste un puits, ça dure sur 2 mois, mais on ne vous le situait jamais ni dans l'espace, on ne vous disait pas qu'entre les 2 mois de fracturation et de forage, il y avait 3 mois de préparation, 6 mois de travaux subséquents, puis qui pouvaient revenir autant de fois qu'ils voulaient pendant 15 ans. Et donc, ça vous permettait de le situer dans l'espace, dans le temps, et ensuite, dans l'espace, on ne vous expliquait pas que les puits, le gaz de schiste, pour que ça fonctionne, c'est des grappes de puits. Donc, évidemment, c'est quelque chose de très invasif. Et d'ailleurs, même les auteurs du plan de travail de l'évaluation stratégique disent que ça peut modifier radicalement un paysage rural vers un paysage industriel. Donc, c'est un changement très important. Donc, il fallait documenter ces enjeux et malheureusement, on ne l'a pas fait de manière préalable. C'est ce qu'on essaye de faire, mais encore une fois, il faut aussi, pour avoir un regard éclairé, réintégrer une composante qui a été trop laissée de côté ces derniers temps, c'est la société civile et l'expertise citoyenne. Oui, peut-être les compagnies gazières sont les expertes en termes de forage, de techniques de fracturation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être très attentif par rapport à ce procédé auquel il faudrait appliquer le principe de précaution. Mais on a tendance à oublier les experts du territoire. Vous êtes mieux placés sûrement que le chef d'entreprise australien pour savoir à quoi peut ressembler Saint-Marc-sur-Richelieu dans 10,
15 ans, à quoi peut ressembler votre village. Mais toute cette expertise, toute cette connaissance qu'on a du tissu social, de toutes les autres activités, du tissu économique, de ce qui a de la valeur à nos yeux d'un point de vue du bien commun, de nos ressources locales, c'est nous qui l'avons. Et cette expertise a été laissée de côté et on se bat encore pour ramener ces acteurs-là dans la décision publique. Donc, on a besoin d'une décision donc libre, préalable, éclairée, et c'est ce qu'on essaye d'avoir, ce que les groupes environnementaux, la mobilisation citoyenne, le collectif scientifique sur le gaz de schiste essayent par leur contribution, souvent constructive, ils veulent participer à la décision. Moi, personnellement, je n'ai pas le gène contre le gaz de schiste, mais je veux prendre une décision éclairée. Donc, je suis allé chercher de l'information que ne m'a pas fournie forcément ni le gouvernement, ni les entreprises. J'ai vraiment ressenti ce déficit-là, mais il faut qu'on soit capable de faire ce choix de manière bien plus solide. Ça nous amène à interpeller le gouvernement parce que, malheureusement, ces décisions récurrentes, on le voit dans un certain nombre d'autres dossiers, le Plan Nord, d'autres dossiers éducatifs très chauds, où à chaque fois, on n'a pas ces composantes-là. On met les gens devant le fait accompli, on fait déjà le choix de manière préalable et après, on demande aux gens « Ah, on va discuter des petits accommodements raisonnables là, pour mieux faire passer la pilule. » Sauf que dans le fait, vous ne décidez pas vraiment. L'essentiel a été décidé sans vous intégrer dans la décision et on vous demande juste de, finalement, quelques petits accommodements, comment on pourrait mitiger les différents impacts. Donc, plus que de l'acceptabilité sociale, c'est de l'acceptation. On vous demande de trouver des moyens jusqu'à temps que vous finissiez par vous résigner en disant « Ah, OK, bon, on va y aller avec ce projet-là. » C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer le fardeau de la preuve. La preuve ne doit pas être sur les citoyens de dire « Hey, comment ça se fait? » Il me semble qu'il y a un certain nombre d'enjeux problématiques. Ça devrait être aux promoteurs, au gouvernement, de faire la preuve que c'est un projet porteur pour les citoyens. Par contre, ce qu'il faut exiger, c'est que le gouvernement renforce aussi à la fois ses compétences internes. Nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est qu'il n'y a pas de compétences au ministère des Ressources naturelles pour analyser les affaires socio-environnementales, les externalités. Ce n'est pas de notre domaine. On n'est pas des Greenpeace. On s'est fait dire ça tel quel. Il faut réinstaurer ces compétences d'analyse avec des outils comptables, mais aussi qu'on voit quelle est la valeur qu'on accorde à notre milieu de vie, au tissu social, à nos terres agricoles, à l'eau. C'est quoi le portrait énergétique? Il faut qu'on remette ça de l'avant. Et ça doit se faire aussi en réintégrant la société civile qui a été tassée au fil des années de côté pour laisser l'unique parole aux élus locaux et un peu trop à l'entreprise privée. Donc, il faut qu'on recrée un contexte de discussion collective où tous ces acteurs sont autour de la table et où on exige, en tant que citoyen, d'avoir cette décision libre, préalable et éclairée. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, je serai dans la rue le 22 avril pour inviter aussi tous mes concitoyens à faire prendre conscience qu'il faut qu'on s'assoie, qu'on reconstruise nos modes de prise de décision collectifs. Voilà. Merci beaucoup.